Pourquoi t'essayes d'échapper à ton destin, Antoine? Vous écoutez Antoine. Et ses copains aime le rock. Salut à tous, bienvenue pour un retour aux sources, un retour Battle Clash Top 1976. Vous le savez, vous commencez à en avoir l'habitude parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et Benjamin Durand est aux anges et se demande pourquoi vous nous écoutez. C'est vrai. Mais je pense, c'est ce que je dis tout le temps, que bon finalement vous nous écoutez pas tant que ça. Mais peu importe, on continuera. Moi je suis sûr que vous êtes nombreux. Eh ben, vous êtes nombreux, tant mieux. Donc Bonsoir. Battle Clash Top 76, Bonsoir. sur le même principe, bonsoir Benjamin, sur le même principe que 70, 11, 12, 13, 14, 15. Nous sommes le 22 décembre, donc on vous souhaite de joyeuses fêtes, même si c'est pas forcément les périodes de l'année qu'on préfère. Non, Mais pas ici en tout cas. pas ici, pas dans notre émission. Mais on va quand même continuer à vous faire vivre des émotions fortes, je l'espère. En commençant tout de suite avec le numéro 10 de l'année 76. Alors je vous rappelle juste très rapidement le principe. On choisit chacun 10 titres d'une année dans l'ordre de notre préférence, ce qui est totalement subjectif, on vous le rappelle. Vous n'hésitez pas à nous faire des petits retours sur vos listes de 76, en l'occurrence. Et surtout, vous n'hésitez pas à nous dire si on a oublié des choses, ce qui peut nous arriver, ou si on a des goûts de chiottes. Je vous rappelle que je ne connais pas le top 10 de Benjamin, que Benjamin ne connaît pas le top 10, et ce qui nous excite autant pour faire cette émission. Benjamin, on va rentrer dans le vif du sujet avec ton numéro 10 de l'année 76, du coup. Alors, on y va, Benjamin. Steely Dan, Kid Charlemagne. Ouh là là, mais qu'est-ce que tu vas nous chercher? Alors, Steely Dan, on en a déjà parlé, il me semble. Absolument, en 72, Ouais, pour leur c'est ça. premier album. Justement, c'est ça qui me semblait d'autant plus intéressant de faire le point un petit peu d'où ils en sont, parce Ouais. qu'entre-temps, il y a quand même au moins 4 albums qui sont sortis. Voilà, c'est prolifique. Absolument. Et Steely Dan, tu m'as dit la chanson? Kid Charlemagne. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce Voilà. qu'on va faire attention à pas mettre trop de chansons, parce que sinon, YouTube nous embête un petit peu. Donc, on va pas mettre fort, et on va essayer plutôt de vous raconter ce qui se passe. Ça sonne très bien, ce Fender Rhodes. Bah, comme toujours, c'est ça le grand talent de Steely Dan, donc vraiment des albums peaufinés jusqu'à la moindre milliseconde pour que tout soit parfait, vraiment des bêtes de studio, etc. Et là, ils arrivent vraiment avec The Royal Scam à vraiment leur espèce d'âge d'or absolu. Ils règnent un petit peu sur ce paysage américain avec qui est vraiment un truc d'élite du songwriting et qui marche extrêmement fort. Et donc, avec cette chanson, ils font ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire une musique ultra léchée, tout en parlant de choses complètement subversives, quoi. Là, ce fameux Kid Charlemagne, c'est en fait un espèce de baron de la drogue auquel il arrive des aventures et tout ça. Donc voilà, sur un rythme super enjoué, etc. Il parle de choses assez obscènes et assez poursuivies et réprimandées par la loi à l'époque. Et de là se tire un des plus grands solos de guitare des années 70 là, qui arrive en plein milieu du morceau. Donc voilà, c'est vraiment un des sommets de cet album assez indispensable à mon avis de 76, qui est The Royal Scam, donc Steely Dan, Kid Charlemagne. Donc, vraiment, je me dis qu'il faut que je redécouvre ces albums-là, parce que je suis assez démuni quand il s'agit de Steely Dan, parce que je ne connais pas et je ne possède pas, malgré ma collection quand même assez copieuse de disques, d'albums de Steely Dan, et c'est peut-être ce qui me manque un peu. Eh ben écoute, merci pour ton numéro 10, Je t'en on va prie. essayer de... Allez, ton numéro 10 à toi, je veux l'entendre. Bah oui, tu vas l'entendre. Antoine. Et ben écoutez, je vais vraiment être ras des pâquerettes, et c'est aussi pour ça que vous m'aimez, Ah oui. et que vous aimez... Et moi en premier et que lieu. vous aimez Oh non. cette espèce, Oh non. bien sûr que si. Oh non. C'est absolument Oh non. inévitable. Oh J'ai non. été prof de guitare pendant des années. Et je pense que si à un moment il faut parler Oh non. des Eagles, c'est maintenant qu'il faut le Oh faire. non. Et si, j'ai osé. Ça serait Hotel California, cette balade qui a été écoutée par de nombreux camionneurs dans les années 70. Bah oui. Et je peux vous assurer, je vais pas dire du mal du morceau dont je parle, mais que j'ai essayé d'écouter l'album, parce que l'album, c'est la chanson Il y a des éponyme trucs de bien, l'album.
Bah, c'est quand même compliqué. Hein, à part Ah, il y a des ça. trucs bien. Hein. Et j'ai des souvenirs quand même de. Notamment, tu parlais de solo de guitare sur Steely Dan, et il y a un solo de guitare là-dessus qui est extraordinaire. Bah oui, évidemment. Et j'ai des Enfin, souvenirs. un double avec solo, oui. Oui, des doubles et des triples. Oui. Et j'ai des souvenirs avec mon père de le voir tortiller Bah oui. le cou. Bah oui, sur les moi solos. aussi d'ailleurs. Et puis forcément, voilà, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Ah, je c'est sublime. je suis pas non plus ici pour être le plus snob des plus snobs, et Hotel California fait partie quand même des grands morceaux de 76. Avec un batteur chantant, Don Henley. Don Henley, qui est aussi connu pour des choses moins respectables en solo. Mais en tout cas, voilà, forcément, Hotel California a sa place, en 10e, quand même, vous le remarquerez. Donc, je l'ai mis en bout de piste, mais je me disais, c'est compliqué de ne pas le mettre. Enfin, en tout cas, ça aurait été vraiment très, très snob de ne pas citer ce morceau pour l'année 76. Donc, voilà, pour ça, je crois que j'ai pas besoin d'en parler plus, mais en tout cas, c'est un morceau... que vous trouverez sur la playlist, bien entendu. Ouais, comme mais toujours. c'est un morceau dont on parlera encore dans 50 ans. Hein, donc, Bah oui. et j'ai pas grand chose à dire de plus sur les Eagles, que je j'affectionne pas particulièrement non plus. Bah ouais, mais bon, ça. Mais bon, voilà. Donc voilà pour le numéro 10 de ma playlist. Benjamin, on y va avec ton numéro 9. Les Ramones. Ah, tu les as choisis, ouais. Non. Moi qui n'aime pas les Ramones, tu as bien fait de... Que tu as tort. Bah peut-être, ouais, mais Que tu as j'ai tort. toujours trouvé que c'était une bande de... Bah oui. Voilà, qu'est-ce que tu nous as mis Le comme scélérat. Now I want to sniff some glue. Ah bah voilà, c'est pour ça, c'est ton côté drogué. Voilà. Absolument. Alors explique-nous un peu qui sont les Ramones et comment ils arrivent, c'est leur premier album ou c'est... C'est leur premier album, bien Voilà, sûr. c'est ça, C'est donc, en grande partie pour ça qu'ils sont là, parce que j'imagine et j'envie les gens qui étaient là en 76. Malheureusement, j'ai beau être très très vieux, je n'ai pas la chance d'être aussi vieux que pour avoir connu 76. Et vraiment, j'aurais adoré être outré par ça, parce que je suis sûr que con comme je suis, j'aurais détesté ça. Ouais. Autant que je suis outré par les Eagles, hein, peut-être. Mais... Ah, mais moi j'aime tout en fait, c'est ça que je me rends compte. Oui, mais voilà. Et alors qu'en fait, évidemment, c'est la révolution. Les Ramones, c'est la révolution absolue. C'est le déni de tout ce qui est devenu le rock à ce moment-là. C'est-à-dire punk finalement, alors, en fait. Oh bah, c'est punk qui marche pas. Ouais. C'est punk qui marche pas. Ça veut pas dire que c'est pas bon en fait. Ah bah non. Non, parce que c'est les Américains. Leur problème, c'est d'être américain, c'est pas d'être punk. Ouais. C'est d'être américain, parce que les Anglais vont arriver et là, ça va marcher. Ouais. Donc leur problème, c'est d'être américain aux Ramones. Ouais, mais les Dolls marchent un peu. Non. Ils sont branchés, mais ils ne marchent pas. Ouais. Les Dolls. Mais les Ramones ne sont pas branchés. Les Ramones sont un peu sont autant branchés que... Non, si, ils sont autant branchés que les New York Dolls, en fait, parce que c'est vraiment la même école, en fait. C'est vraiment l'école de New York, comme le nom l'indique pour les New York Dolls, mais bon, quand on connaît un peu l'histoire des Ramones, vite fait, on sait très vite qu'ils sont de New York, ils sont du Queens, d'ailleurs, plus exactement. Et cette chanson-là m'a toujours fait hurler de rire, déjà parce qu'elle est ultra courte, et en plus que leur commentaire sur cette chanson a été... Ouais, c'est la première chanson c'est la première chanson positive qu'on a écrite, parce que d'habitude on écrivait des chansons qui s'appelaient I don't wanna, et là c'est la première fois qu'on disait Now I wanna do something. Et quand on sait que c'est sniffer de la colle, c'est rigolo quoi. Ouais, tu vas peut-être pouvoir me répondre. C'est déjà fini en fait. Oui, non, mais j'ai bien compris. Tu vas peut-être pouvoir me répondre. Pourquoi les Ramones, on continue de voir des nanas de 15 ans qui ne savent pas de quoi elles parlent et qui ont des... Pourquoi le logo a autant continue à marcher et pourquoi les Ramones sont un symbole de je m'en foutisme, cool. Etc. Ouais, parce que c'est la coolitude absolue. Ouais, mais pourquoi? Parce que par rapport à moi, moi j'ai jamais trouvé la musique vraiment terrible. Hein. Je sais que je vais cool. en faire hurler, hein, mais c'est vrai que j'ai jamais compris. Peut-être du fait que je sois né trop tard. C'est magnifique. Parce que c'est la naïveté. Ouais. C'est une éloge. C'est un éloge de la naïveté. Les Ramones, c'est la naïveté. C'est ce monde n'est pas pour moi. Ce monde d'élitiste, ce monde de gens qui veulent pisser plus loin que leurs voisins ne me concerne pas. Ouais. Moi, je suis un loser. Moi, j'ai envie de parler de mes émotions primaires et j'en parle. Et ça dure 1 minute 30, mais je m'en bats les couilles.
Et c'est ça les Non, Ramones. mais le concept que ça dure 1 minute 30, moi je suis complètement pour. Hein. Wanna Be Your Man en 63, ça dure 1 minute 40 et ça me va très bien. Mais j'ai toujours trouvé qu'il manquait de composition, Ah etc. non, je sais que ça va vous faire hurler. Ah bah non. Mais, Moi, ça me fait hurler, oui. Ça, c'est sûr. alors, effectivement, quand je viens de citer Hotel California, je passe vraiment pour le plouc de service. Mais non, vraiment, On est justement en 2018 dans un monde où on peut admettre, et c'est ce que nous faisons très volontiers ici, en tout cas, je suis vraiment le partisan de promouvoir ça, de promouvoir à la fois Hotel California et Now I Wanna Sniff Some Glue pour 76. Bon, bah, Mais c'est exactement ça qui est magnifique, c'est de se dire que cette année-là, on avait cette coïncidence des choses entre des gens qui voulaient gagner du fric à fond la caisse en faisant des choses assez belles, assez sophistiquées pour la grande population américaine qui parcourait les routes, etc. Donc les Eagles, et d'un autre côté les Ramones, mais qui s'en foutaient complètement, qui vivaient à New York, qui était à l'époque une ville en pleine perdition, qui se sentaient eux-mêmes en pleine perdition, qui n'avaient rien d'autre, qui n'avaient rien envie de faire dans la vie, qui n'avaient pas envie de se bouger le cul. Ils se disent ah bah tiens, on va essayer de faire de la musique, on se dit que ça marchera jamais, et ils font ça, et en fait ils sont déclencheurs d'un mouvement qui va complètement révolutionner les choses et qui va complètement rabattre les cartes au niveau de la musique, et ça c'est absolument magnifique, quoi. Donc merci les Ramones d'incarner ça, même si c'est un côté un petit peu marketing, sur la poitrine des jeunes filles aujourd'hui avec le logo des Ramones. C'est ça qui est incroyable, c'est que on voit pas de jeunes filles avec des t-shirts Sex Pistols, mais on en voit vachement des Ramones. Non. Autant que des langues des Stones d'ailleurs. Hein. Voire plus. Non, ça dépend où tu te trouves. Mais... Bah, quand on va ailleurs que dans les concerts des Stones... mais plus sérieusement, non. L'étiquette langue se vend pas trop mal. Écoute, numéro 9, bah, écoute, je vais continuer dans le rock classique absolu, avec peut-être la meilleure chanson de AC/DC qui s'appelle Dirty Deeds Damn Dirty. Je la connais même pas. Écoute ça, avec ce refrain à la limite nazi très sympa. Qui me plaît du coup forcément. Ah bah oui. Non, vraiment, grande chanson. Pas vraiment. Ouais, tu compares les nazis et les gilets jaunes, attention, on va faire de la polémique. Hein. Mais on en a besoin, du like. Ouais, on a besoin du like, ouais. Donc écoutez, gilets jaunes versus nazis. Le débat, en tout cas, Dirty Deeds 1, 2, 3, 4, ça va chanter. On va essayer de pas trop laisser la chanson pour pas. Parce que sinon Angus va nous demander les sous. Non, mais il y a vraiment un refrain absolument et le fantôme de Bon Scott aussi. Je pense pas que je continuerai parce que je crois que j'ai déjà cité AC/DC dans ça fait un peu beaucoup d'avant. Bah ouais, mais c'est vraiment une époque où ils ont des morceaux hyper originaux. Vraiment ouais, vraiment. Je t'invite vraiment à découvrir cette période AC/DC. Ah putain. D'ailleurs là, on a Dirty Deeds. Ah bon? Ah oui. Et là, on a une version. Non, là, je pense que les ayants droit vont pas demander les droits là-dessus. Non, parce que du coup, on n'a pas. Il y a ce passage-là que j'adore justement. Ouais. Ah bon? Ah oui, non, mais dans cette version-là, je trouve ça intéressant en fait. Voilà, donc tu bloques de mon numéro 9. Écoute, en tout cas, AC/DC a bien sa place et qui commence un peu à percer. Outre Australie. Donc ça se passe pas trop mal pour eux. Mais heureusement, l'avantage en 76, c'est qu'il y avait un titre qui s'appelait les Ramones. Ouais, et ben écoute, chacun son école, et moi mon école c'est AC/DC beaucoup plus que les Ramones. D'accord. Allez, numéro 8. Numéro 8, Benjamin. Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. Oh, t'as pas osé mettre ça quand même. Bah bien sûr, une des plus belles chansons de l'univers. Non, je la connais bien. Hein, mais, j'espère bien. D'ailleurs c'est la seule que tout le monde connaît, hein, Blue Oyster Cult. Évidemment, avec la chanson, tu m'as dit Don't Fear the Reaper. Oui, bien sûr. Elle est là. Elle est là, forcément. C'est pas très original, on dirait moi, avec Hotel California. Voilà. Bien connu pour avoir été dans le jeu rock guitar band, rock band. Ah oui, c'est possible, effectivement. Je te le dis. Hein. C'est une assez bonne chanson, je suis bien d'accord avec toi. Voilà, avec un groupe sans look, absolument inregardable. D'ailleurs, Pixies de 76. D'ailleurs, qui n'a pas survécu à l'ère MTV, comme tant d'autres groupes, genre Styx par exemple. Genre les Ramones. Hein. Ah non, les Ramones, ils avaient un vrai look. Oui, mais enfin, est-ce qu'ils ont survécu à l'ère MTV? Un peu, ouais, un peu. Ils sont restés à la marge comme ils ont toujours été. Mais c'est marrant qu'ils choisissent ça. C'est pas la même chose. C'est intéressant. Ah non, moi ça j'adore cette chanson-là. Ah ouais. Et surtout j'ai été si je peux me permettre une petite parenthèse autobiographique,
de mon expérience de vie en Angleterre, j'étais vraiment stupéfait par le fait qu'en Angleterre, c'est une chanson extrêmement importante qui reste un gold de radio en Angleterre. Pardon. Et puis bon voilà, non, je trouve vraiment ce titre absolument fondamental et vraiment je trouve vraiment que c'est un grand marqueur de là où on était le rock en 76 pour moi ce morceau-là. Ah oui, c'est-à-dire un moment où les gens cherchaient un peu quoi. Exactement. Non mais exactement. Mais c'est déjà un peu ça dans les années 74-75, mais c'est un peu. Bah ouais, mais c'est cette période-là. Et ça vraiment, je trouve que ça, c'est vraiment une chanson qui fait avancer les choses quoi, celle-là. Ouais. D'accord. Vraiment, j'adore ça, Donc beau numéro 8 pour toi. Ouais. Du coup, moi je vais aller avec mon numéro 8 et je vais repasser du côté de l'Irlande, évidemment, et citer les fabuleux Finleyzy avec lesquels on a déjà consacré un podcast que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait. Rapidement, que je ne mets pas une mauvaise version. Après, voilà, vous la connaissez, et ça c'est vraiment typiquement. Alors je dirais pas, je serais très méchant de dire, parce que j'ai consacré un podcast à ce groupe-là, que c'est un One Hit Wonders. Et non, ça c'est vraiment. Non, il y a plein d'autres très bons morceaux de Cindy. C'est vraiment l'espèce d'influence Springsteen, Dylan, qu'il y a dans la voix de Phil Lynott que j'adore. C'est cette espèce de black à moustache irlandais improbable, qui va vivre sa vie, qui va se brûler les ailes, évidemment, et qui va mourir 10 ans après. Et qui restera, à 85, hein, donc, c'est ça, donc quasiment 10 ans. Et puis là, voilà, l'intelligence de l'écriture. Alors, ce que je pourrais reprocher pour être un petit peu snob, c'est cette espèce de double solo de guitare qui était vraiment typique de l'époque, où on faisait 2 solos de guitare, où les 2 guitares jouaient la même chose à l'identique, à la quinte, etc. Non, mais bon, sinon ce morceau est absolument parfait. Et... Voilà, donc The Boys Are Back in Town de Finleyzy, qui a bien sa place dans ce top 76. Voilà pour mon numéro 8, Benjamin. Oui, allez. Bah, toi, numéro 7. Ouais. Numéro 7, bah, quand même, on est en 76 et ça commence à arriver, ça pousse à Londres. Et donc la première poussée, c'est les Damned. Eh oui. Et New Rose. Carrément. Bah quand même. Le premier grand single punk. Donc plus que les Ramones du coup. Ah bah anglais, premier single punk anglais. Et donc du coup ça marche mieux que les Ramones. Ah bah, en Europe, en tout c'est cas. la déflagration à Londres, là, tout de suite, c'est eux qui, grâce à... Donc quand tu lis les articles, on les cite pas tellement, hein, oui, mais pourtant, c'est à tort, parce que c'est vraiment... là pour les citer. Hein, c'est vraiment eux les premiers, le label Stiff bosse derrière, il y a même Nick Mason de Pink Floyd qui donne un coup de main au niveau de la production. Et c'est le problème. Hein. Et ben voilà, tout de suite, on y est quoi. L'urgence est là. En face B, c'est quand même une reprise de Help des Beatles qui dure 1 minute 10. Ouais. Donc Help accéléré, et voilà, tout est dit quoi. Tout est dit, on fait table rase du passé. Donc pour toi, c'est vraiment le premier single punk anglais de chronologiquement, oui. Le deuxième arrive bientôt d'ailleurs, mais... non, c'est sublime. Et puis rien que l'imagerie, quoi, tu vois ça, t'as peur. Quoi. Et tu trouves pas que ça perd un peu... c'est un peu l'air des musiciens qui finalement ont moins de technique, etc. Tu vois. Bien sûr, et heureusement. Ouais. Et bienvenue, quoi. On en a marre de la technique, quoi, bien sûr. Non, de la technique, je dis pas ça au sens... tu sais très bien que je suis pas un grand féru de Steve Vai, hein, mais en tout cas, vraiment de la musique besogneuse, etc. Et, mais c'est vrai que c'est heureusement complètement le contraire des Eagles et je suis pas loin de préférer The Damned aussi. Hein. Exactement, et c'est ça qui est la bonne nouvelle de 76, quoi. C'est un peu ce qui est intéressant avec cette année-là aussi. On en a marre, quoi. C'est que justement, c'est ça qui est formidable de se dire, c'est qu'on en a marre. Et une fois de plus, moi je suis persuadé que j'aurais eu 15 ou 16 ans en 76, j'aurais vu arriver ça avec horreur, j'aurais été sûrement très très conservateur à trouver que ça c'était absolument horrible et qu'il fallait privilégier les groupes qui jouaient bien avec des super solos guitares et des super productions, etc. Mais évidemment, aujourd'hui avec le recul, c'est complètement évident que ces gens-là sont les bienfaiteurs de l'humanité, quoi. Ouais. Ce travail au niveau du look, et puis les chansons sont superbes, quoi. New Rose, c'est une chanson absolument sublime. D'accord, ouais, ok, c'est cool.
Et sinon, The Dame, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi à surpasser le C'est premier, assez intéressant parce qu'ils ont effectivement eu un espèce de passage à vide entre la fin des années 70 et le milieu des années 80. Ouais. Et ils sont revenus sur un mode un peu gothique où ils ont fait des albums assez intéressants avec notamment une reprise assez intéressante de Alone Again or de Love, Ouais. genre vers 87, Ah oui. que j'encourage tout le monde à aller écouter. Ouais, donc c'est un peu passé. Ils ont eu des changements de personnel, des machins et tout ça, mais ils sont revenus pour devenir des espèces d'icônes un petit peu de la frange un peu cold wave rock gothique à la fin des années 80. D'accord. Ouais, moi, écoutez, je vais revenir à mes classiques, hein, évidemment, et je vais citer un morceau de Paul McCartney et des Wings, plus exactement, Wings at the Speed of Sound. Et je vais pas être original, je vais citer ce fabuleux Let Them In, Voilà. que j'ai encore vu sur scène, ça m'a coûté une clavicule, hein, je me rappelle. Mais voilà, c'est vrai que c'est bête de citer ça. J'aurais aimé être là. Ouais, tu étais là. Ah mince. C'est un peu bête de citer cette chanson, mais c'est juste de la musique simple et magnifique comme j'aime. Et un peu peut-être bêtassou pour beaucoup. Oh non, pas pour moi. Non, pas pour toi, non, mais c'est vrai que dans ce paysage des Ramones et The Dame, ça. Oui. Il y a encore quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui produit ça de façon délicieuse. Somebody ringing a bell, tu crois? Mais oui. Et puis toujours cette espèce d'esprit sympathique à la Dance Tonight. Oui. Allez, viens à la maison boire du café, faire des podcasts, quoi. Enfin, voilà. Et c'est aussi pour ça que je fais cette émission, c'est grâce à des gens comme ça. Et grâce à moi aussi. Oui, non, mais bien sûr. C'est la première fois que je viens ou la deuxième, je sais plus. C'est la 2 ou 3e. Mais... Oui. Non, vraiment, Let Them In, super chanson. Surtout à ne pas associer avec Billy Joel, je vous en prie. Billy Paul. Billy Joel qui a fait une reprise de Let Them In. Aussi surtout, ouais. Il y a Billy Paul aussi, je crois. Je sais pas, alors là. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais voilà, super chanson que j'ai pas hésité à mettre donc du coup en 7e position de mon top de 76. Next, du coup. Eh ben écoute, moi je reste sur ma lancée. Hein. Ah bah oui. On est en 76, le punk anglais, les Sex Pistols, Anarchy in the UK. Ah bah, c'est bien, je savais que tu allais le citer, c'est pour ça que j'ai pas eu à le faire. Bah voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement sur les Sex Pistols? C'est fabuleux ce qui se passe quand même. C'est fabuleux ce qui se passe parce que tu as quand même vraiment ce groupe qui est formé de jeunes délinquants qui ne sont que des piqueurs de vêtements dans une boutique à la cool, la boutique sexe de Malcolm McLaren. Malcolm McLaren qui veut en faire des phénomènes de foire, n'ayant même pas envie qu'il sorte la moindre note de musique enregistrée. Et les mecs se motivent, se disent il faut qu'on bosse, qu'on devienne des vrais musiciens, etc. Et ils finissent par être pris d'amitié et de tendresse par le grand guitariste Chris Spedding qui leur fournit son studio dans lequel ils vont répéter leurs chansons, etc. Ils vont s'aguerrir en tant que musiciens. Et tout va être le déclic quand le grand Chris Thomas, le grand producteur des Beatles sur l'album blanc, puis de Roxy Music notamment, va aller prendre en charge et va créer ce son complètement incroyable. Il va voir en Steve Jones un extraordinaire lead guitariste pour donner cette chanson qui est complètement fondamentale, quoi, qui est une des plus grandes chansons de l'histoire du rock'n'roll, avec ses 2 ponts de guitare géniaux et avec une chanson qui commence par, je suis désolé, une chanson qui commence par I am an Antichrist, I am an anarchist. C'est quand même une des plus grandes rimes de rock'n'roll de l'univers, quoi. Donc voilà. C'est sûr. Bravo, écoute, pas mal pour ton numéro 6 du coup. Tu parlais de guitariste, mais je vais enchaîner moi avec quelque chose qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et qui est un peu réservé à un public peut-être un peu plus black, hein, et dont j'ai déjà parlé. C'est mon album préféré de Funkadelic, et c'est sur Hardcore Jollies, qui est de loin pour moi leur meilleur disque. Ça peut paraître super surprenant de citer ça parce que c'est pas forcément leur album qui est cité dans les listes des albums les plus marquants de Funkadelic, mais voilà, comme In Round the Mountain, il y a tout ce que j'aime, toute la funk et surtout les croisées de guitare.
Ah ouais. Et c'est absolument formidable. C'est cool ça. Ah, mais vous pouvez y aller, tout l'album est génial. Ah, dis donc. Et ça, je désespère de trouver ça en premier pressage US en vinyle et je galère. Et c'est vraiment un album formidable et je vous invite vraiment à réécouter Hardcore Jollies, donc les bonbons hardcore, vraiment des années-lumière de ce qui se passe avec le punk, avec les Sex Pistols exactement. Mais là, si on parle de guitare, voilà, c'est absolument un délice de guitare. Et voilà, vraiment, j'adore ce morceau, je suis bien content d'en parler, parce qu'on n'a pas forcément souvent l'occasion, et je pense que c'est pas un truc hyper populaire et hyper écouté. Voilà, j'ai toujours adoré ce morceau, donc voilà, bien fier de mon numéro 6. Ah. Et du coup, on arrive à notre top 5. Voilà. C'est la petite musique du top 5 là, qui Ah, c'est arrive. vrai. Là, ça commence à être un peu vrai qu'il y a une petite bouillant. musique. Ah oui, la petite musique maison. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est une espèce de... Ah oui, tu m'as dit que c'était la soupe aux choux, donc faut que Bah, je c'est fasse Jacques gaffe. Villeray, oui. Ouais, enfin bon bref, Jacques Villeray, oui, un peu autant alcoolique que ça. Numéro 5 du coup, Benjamin, dans ton top 5. On va commencer peut-être à se rejoindre là, parce qu'on a beaucoup de... Ah là, Avec il y, moi a- et il y a- Leslie. il y a un peu Je suis d'animosité américain quand même. Hein. ce soir. Ah, ouais. C'est assez fou. Moi, je vais la tracer là, je pense. Ah, peut-être qu'on va se retrouver sur un ou deux trucs, c'est obligé. Tu crois? Ah, je sais pas. Alors vas-y, dis-moi. Lou Reed, Coney Island Baby. Ah, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Pourquoi ce morceau? Quel album? Coney Island Baby. Et le morceau? Coney Island Baby. Non, j'ai bien compris le morceau éponyme, j'aime bien dire ce mot. Ah, Vu que je l'ai c'est appris beau. pendant les, Pendant les podcasts. podcasts. Comme quoi les podcasts nous apprennent des choses. Ouais, au moins 5 mots. Et c'est marrant parce que j'ai vu qu'il y avait cet album et je me suis dit quand même qu'il y avait d'autres trucs à mettre, mais bon, c'est... Ah bah, la plus belle performance vocale de Lou Reed. Ah oui, tu l'as déjà peut-être. dit pour C'est vrai. le podcast 73. Hein. C'est vrai. C'est vrai, mais Ah oui, c'est vrai que c'est c'est un magnifique. grand chanteur. Bah voilà. Parce que ça illustre vraiment 76 dans l'espèce d'attente, de lassitude, etc. Et puis Lou Reed, dans cet album-là, on sent qu'il en a... Il y a un côté caricatural dans cet album-là, on sent qu'il est à bout de quelque chose, mais qu'il a trouvé une certaine paix. Et cette chanson termine l'album, et c'est une espèce d'expression de paix assumée par rapport aux démons qui le tourmentaient. Mais bon, évidemment, les démons sont Tu vite, parles des électrochocs qu'il a pris de retour. dans la gueule. Non, je pense pas Oui, forcément non, à ça, mais... C'est un trait d'humour un peu raté. Surtout au tournant qu'a pris sa carrière après la relance organisée par Bowie. Ouais. Mais Enfin, c'est-à-dire sa carrière qui a démarré, quoi, quelque part. oui, enfin, il pensait que grâce à Warhol, dans un premier temps avec le Velvet, elle Ouais. avait déjà démarré, sauf que ça n'a jamais eu lieu. Oui, ça fait 10 ans après, quasiment. Voilà. Bah, même Et quasiment là, voilà quoi. Et après, personnellement, je dirais que c'est une des meilleures chansons à écouter vers 5-6 heures du matin, quand on a passé toute une soirée un peu à faire des choses, quoi. Et Ouais. quand tu mets ça à 5-6 heures du matin, il n'y a rien de mieux que Ça que se pose quoi. bien, quoi. Voilà. Bah, C'est- c'est bien que tu aies c'est cité un ça. délice. J'aime bien cet album aussi. Écoute, moi je vais citer une reprise d'un groupe, du coup, dont tu vas peut-être me parler mieux que moi d'ailleurs, mais moi j'adore, et tu m'as offert en 45 tours. C'est The Modern Lovers. Vous connaissez ce signal? Ça Ah, veut dire qu'il y a un que, ouais, match? c'est comme quand il y a un but sur un multiplex, quoi. Ah, t'as mis, Bah, bien t'as mis sûr. celle-là aussi? C'est même mon numéro Donc, 3. ah bah, bravo, tu vois, bah, alors là, tu vois, t'as été surpris que je cite ça. Hein. Ah ouais, je suis heureux même. Ah, Jonathan Richman, que tu m'as fait découvrir sur une compil CD, c'était encore quand on s'est rencontrés, c'était encore l'époque où on se faisait on pouvait pas encore s'envoyer des playlists sur Spotify, sur YouTube. Tu m'avais fait un CD, il y avait un autre morceau qui est pas sur cet album. D'ailleurs, je pense que c'était du Jonathan Richman solo, c'était I'm a Little Airplane. Oui, Et exactement. donc du coup, après, j'avais redécouvert par moi-même le lead singer, c'est bien ça, des Modern Lovers, qui est Jonathan Richman, et cette reprise de Roadrunner. C'est pas une reprise, hein, c'est une chanson à lui. Hein. Non, non, mais je dis reprise parce que c'est le même titre qu'un morceau de Bo Diddley. Ah oui, mais ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir, donc j'ai dit une grosse connerie. Et voilà, vraiment, super son. Et là, pour le coup, vraiment, bon, je dirais pas une avancée parce que c'est presque un retour aux sources. On a presque l'impression d'entendre le Velvet de White Adjectives. Ouais. Tu crois pas si bien dire?
cette chanson est de façon complètement assumée, construite sur les deux mêmes accords que Sister Ray du Velvet. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que Jonathan Richman était un des plus grands fans du Velvet. Il a bougé, il a déménagé de Boston à New York uniquement pour pouvoir aller voir les concerts du Velvet en 69-70. D'accord. Donc, Roadrunner est produit par John Cale. Encore une fois. Avec Jerry Harrison, le futur clavier-guitariste des Talking Heads au clavier. Qui fait l'orgue, qui joue de l'orgue comme John Cale jouait de l'orgue sur Sister Ray du Velvet. Donc voilà pour mon numéro. Et voilà, donc une numéro. une chanson aussi où en fait Jonathan Richman fait de façon assez ironique une ode aux villes du Massachusetts uniquement. D'accord. Il prétend qu'il est au volant d'une voiture dans le Massachusetts et il trouve que c'est tellement génial de conduire dans le Massachusetts et voilà, il ne raconte que ça et c'est fabuleux. Une chanson fondamentale que les Sex Pistols reprennent sur scène dès 76 à Comme l'époque. substitute, hein. Aussi, mais voilà. Des où, hein, je veux dire. Et ben voilà, donc un premier match, c'était le premier. Ça, il est beau. Hein. Alors numéro 4, Celui-là est beau. Benjamin. Bob Dylan, Isis. Ah, dis donc, t'as choisi celle-là. Ah oui, j'ai choisi celle-là, mais... Qui me connaît un petit peu... Moi, je te connais mal, tu viens 3 fois pour faire un podcast, donc... C'est que c'est une chanson fondamentale pour moi. Alors, Isis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Isis, donc une chanson de l'album Desire. Avec un Y, alors? Non. J'ai fait exprès. On ne la trouvera pas? Aussi. Bah oui, de l'album, évidemment. Le seul album de Dylan sorti cette année-là. Non, pas en live. Bah écoute, avec Dylan, c'est un peu compliqué. Hein. Non. Bah oui, non, mais je te dis... C'est bizarre ça, voilà. Desire album. on y reviendra Desire, mais... Non, c'est... Non, mais je te dis que tu trouveras pas, Dylan flic bizarre, vachement... c'est pas très grave, de toute façon, le but, c'est pas d'écouter des morceaux, Voilà. on te rappelle. C'est étrange quand même. Donc sur l'album, Desire, évidemment. Donc sorti après Blood on the Tracks. Ouais, Dylan a repris sa liberté en fait après avoir vidé son sac sur Blood on the Tracks et sur Isis. Déjà c'est une chanson, c'est suffisamment rare pour Dylan de le signaler que c'est une chanson qu'il a coécrite avec Jacques Lévy. Qui est un auteur, qui est un auteur-compositeur qui travaille très souvent avec les comédies musicales de Broadway. Et Dylan avait ressenti le besoin sur Desire d'avoir quelqu'un qui travaille avec lui sur les textes. Donc le texte est complètement interminable sur Isis. Et il parle en fait d'un mariage malheureux, de la fascination pour une femme. Il se met dans la peau d'un personnage qui se marie avec une femme qui le fascine, ce qui peut être éventuellement conseillé quand vous vous mariez avec quelqu'un, mais là, ce postulat de départ est mis très en avant, et évidemment, Dylan sous-entend que être fasciné à ce point-là par une femme avec qui tu te maries veut forcément dire que dans la suite, les choses vont mal se passer. Ouais. Et c'est évidemment ce qui se passe. Et il parle de la façon dont son esprit va être complètement dérouté par sa recherche. Elle va s'en aller, puis elle va revenir, etc. Et on sent au bout tout au long des 6 minutes que dure la chanson, un narrateur qui perd complètement les pédales, mais qui est comme envoûté, et ça est vachement soutenu par le rythme, la cadence la cadence de valse qu'a la chanson, magnifiquement sublimée par les roulements de batterie, par les coups d'harmonica qui alternent avec les coups de violon. Le violon est quand même le violon un peu de cigane et complètement omniprésent sur l'album Desire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et voilà, c'est une chanson bien, fascinante et qui ne fascine pas que moi, qui fascine aussi Jack White, qui en avait fait dans la tournée de White Blood Cells ou de Elephant, je crois, un grand classique des White Stripes en tournée. Donc
voilà, un grand classique de Dylan deuxième période et une vraie preuve de son retour to forme. Ouais, non, c'est bien que tu parles, tu remettes ça en perspective parce que c'est pas forcément une chanson qu'on écoute beaucoup. Ah, bravo pour ton numéro 4, c'est à mon numéro 4. Alors pour mon numéro 4, j'ai vraiment beaucoup hésité et j'hésite encore au moment de vous l'annoncer. Ça va être un morceau des Rolling Stones, de Black and Blue que j'adore et finalement je vais trancher pour Melody. Une chanson que j'adore parce qu'elle ressemble en rien de ce qu'ont fait les Stones avant. Un espèce d'exercice jazz inspiré par Billy Preston. C'est aussi pour rendre une dernière fois, peut-être, j'espère plus de fois que ça, mais voilà, un morceau méconnu. C'est plutôt un album track. J'ai beaucoup hésité avec End of Fate, que j'adore. Pour son son, etc. Black and Blue restera pour moi. Melody Motel, Memory Motel. Melody Motel, ouais, non, Memory Motel, j'y ai même pas pensé. Non, parce que End of Fate, c'est une chanson classique des Stones avec des beaux solos de guitare. À l'époque où ils cherchaient bien sûr encore un guitariste, parce que Ron Wood n'était pas encore officiellement, bien qu'il soit présent sur la pochette, le nouveau guitariste des Stones. Et Melody, vraiment, voilà, et surtout, pour vous faire redécouvrir un album track et les contre-chants de Billy Preston. Qu'est-ce qu'il y a ? Surtout, tu m'interromps pour me dire une connerie. Quelle a été la seule occasion à laquelle au Shepherd's Bush en 99, évidemment. Belle version. Le plus grand concert des Stones de l'histoire. Alors ça c'est subjectif, mais c'est vrai que c'était un bon concert. Ils ont repris ça qu'une fois et Bill Wyman avec les Rhythm Kings, c'était la seule reprise des Stones qui jouait. Donc vraiment presque un ovni parce que c'est la seule incursion jazz, bien que bien sûr les jazzeux à la con vont faire un procès là-dessus. Mais vraiment une super chanson avec un duo Jagger Preston assez amusant et des super traits de guitare de Richards qu'on entend rarement jouer dans ce registre-là. Donc voilà pour mon numéro. Tu peux enchaîner sur ton numéro 3 vu que mon numéro 3 était Roadrunner des Modern Lovers. Eh bien écoute, mon numéro 3, du coup on va rester sur un gros groupe classique. Et c'est peut-être un des morceaux que je préfère de ce groupe, tellement quand tu mets l'album, t'achètes le nouveau Led Zepp et tu mets cette putain de boucherie. Oh oui. Et ça évidemment que c'est en numéro 3. Ah, ça fait plaisir. Et en fait, pourquoi je mets ça? Mais un peu pour les mêmes raisons que j'aime Black and Blue, c'est parce que c'est peut-être en 76. Il apparaissait. Hein. C'est un peu je sais pas, peut-être les deux albums du monde les mieux enregistrés, Black and Blue et Présence. Hein. Le son qu'il y a direct dès que tu mets ça. Je vais parler un peu sur la musique, sinon on va nous faire un procès encore, mais dès que la batterie de bonhomme arrive, tu te dis ah putain ouais d'accord, j'ai bien fait d'acheter ce putain de disque. Si j'en achète 2 dans l'année, ça sera bien ceux deux-là. Non vraiment une qualité d'enregistrement géniale. Là on commence vraiment à voilà quoi. Après vous me faites marrer avec Franz Ferdinand et Jack White, mais voilà quoi. Tout avait été déjà là en 76. Vraiment ce renouveau, un morceau épique de 10 minutes, un des meilleurs morceaux de Led Zeppelin pour moi. Et j'adore cet album, c'est un de mes albums aussi préférés. Je dis ça à chaque fois qu'on parle de Led Zepp, mais en fait, à part les 4 premiers, c'est vachement bien Led Zepp. Hein. Non, vraiment. D'ailleurs, on vous encourage à regarder, à écouter notre podcast sur les dernières années de Led Zepp. Ouais, tout à fait. Donc voilà, Achilles Last Stand, premier morceau de présence. Achilles Last Stand, pardon, pour mon accent. Ce qui va te débouler sur ton numéro 2 déjà, on arrive au bout. Eh oui, numéro 2. Là peut-être qu'on va se rejoindre un peu, non? Non, c'est possible qu'on finisse par se rejoindre à un moment donné, oui. Là forcément il va y avoir un match quelque part, je sais très bien, mais, je sens gros comme une maison. Alors dis-moi tout ton numéro 2. David Bowie, Station to Station. Ah mais putain, tu l'as mis en 2 quand même. Oh merde. Bon alors sachez déjà que pour finir court, hein, que ce sera mon numéro... oh là là, le mec est en train de... Ça sera mon numéro 1, évidemment. Mais comment tu peux mettre ça numéro 2? Ça, je m'en doutais bien, parce que j'ai un numéro 1 qui est mieux, évidemment. Ouais, mieux que ça m'étonnerait. Donc tu parles du morceau qui ouvre l'album, le morceau éponyme, comme j'aime à dire. Non, oui, d'accord, vas-y, vole-moi la vedette, comme d'habitude. Pourtant, ça s'appelle bien Antoine et ses copains, merde. Non, bravo, Benjamin. Bon, là, ça sert à rien d'écouter l'intro, etc. Vous connaissez ce morceau par cœur, ouais. Et en plus, je pense qu'on a fait un podcast, d'ailleurs, on s'excuse, parce qu'à l'époque, on débutait, on aurait dû en faire 1 heure sur Station to Station, et puis finalement, on va faire un podcast minace de 12 minutes, mais je vous promets, en 2019,
On sera conquérant comme la Lune. Ce qui ne veut rien dire. Comme Oui, Mars, plutôt. Ah bon? Comme la conquête de Mars. Ah oui. Ah, bah, Ou bien la sûr. vie sur Mars. Oui, alors qu'est-ce que tu veux rajouter sur Station to Station, le morceau alors Bah, bah c'est formidable parce que c'est déjà bon le morceau en deux parties, la partie Je européenne trouve et qu'il y la, a trois parties, moi. Je dis et la partie européenne et la partie funky quoi. Ouais. Et donc voilà la partie européenne donc enregistrée à Los Angeles par un Bowie qui finalement La partie européenne enregistrée à Los Angeles. Absolument, Hein. Voilà. absolument. Parce que Bowie est précisément perdu à Los Angeles, etc. et rêve d'Europe. Et commence à entendre parler de Kraftwerk avec les rythmes complètement robotiques et répétitifs de Kraftwerk. Et cette fascination pour la modernité. Et Bowie pense à cette espèce de métaphore de train qui l'amène en Europe. The Et c'est là- Return of the Fenway Duke. Et c'est là qu'il se dit qu'il faut qu'il revienne en Europe et il manifeste cette envie via cette chanson pour ensuite passer sur une transition de funk qui ne se termine jamais, absolument sublime, quoi. Enfin bon, c'est de la trance, c'est de l'espèce de trance robotique comme on n'en a jamais entendu avant, quoi. C'est un monument et chaque document de Bowie chantant cette chanson en live est complètement précieux. Et là, on a la chance récemment d'en avoir eu un nouveau paru grâce à la publication du concert de Glastonbury en c'est 2000. formidable. Et c'est une des meilleures versions qu'on connaisse de Station to Station en live. Ouais, bah, on peut Et, nous préférer le Nassau Coliseum 76. Oui, mais elle n'est pas filmée. Ouais, elle n'est pas filmée, mais c'est vrai. Elle est Ah, pas j'en ai filmée. vu une filmée justement au Budokan en 78. Oui, mais Ouais, c'est c'est 78. Ouais, c'est pas ouais. 76. Voilà. Non, mais bon, c'est Bah. une meilleure version que celle de Glastonbury quand même. Après, c'est un autre débat. Bref. Bon, en tout cas, tu m'as baisé mon numéro 1. Bah, Donc, j'en suis navré. Non, mais J'en bravo, suis en tout cas, navré. ça veut dire qu'on a quand même des bons Au moins, il y aura ton numéro 2, et puis il y aura il y a mon numéro 1 Ouais, aussi, mon quand même, numéro- qui méritera oui, quand même. peut-être, d'être, oui, avant qu'on te coupe avant. Voilà. Non, mais moi, mon numéro 2, c'est sur un album que tu as déjà cité. Et c'est Bob Dylan encore, et qu'on va aller Ah, voir c'est d'ailleurs. Hurricane. Bah, forcément, qu'est-ce que tu veux que je mette d'autre? Je comprends Ah bah même pas que là, t'es- par contre, il y a la version Ah bah oui, originale. pour quoi. moi, j'ai de la chance, ben voilà, c'est juste... c'est difficile de parler de ça. C'est le morceau qui ouvre l'album, si je dis Ouais, pas de absolument. bêtises, et puis... Ah bah c'est une version Bon, c'est live. une ça. version live, ça, ouais. Bon, bref, peu importe, vous l'écouterez chez vous, mais voilà, la voix de Dylan, le texte de Dylan, moi, j'ai pas grand chose à en dire de plus, à part que vous avez ce 45 tours avec cette photo de boxeur, Black, évidemment, tout ça, ça suscitait une polémique. Parle-nous-en. Ah, il y a une vraie polémique, oui, Alors, oui, vas-y, absolument, raconte-nous. parce que vraiment Dylan a vraiment, c'est une chanson très, très intéressante dans la carrière de Dylan, parce que Dylan à l'époque venait de re-signer chez Columbia, après avoir être parti chez David Geffen pendant un moment, et Dylan est sensibilisé par donc le cas de Hurricane Carter, qui est un boxeur Voilà. noir qui a été mis en prison. C'est bien ça. c'est Parce que soupçonné de meurtre, etc. machin. Et Dylan est convaincu, comme beaucoup de militants noirs, qu'il n'est qu'un bouc émissaire et qu'il n'a pas commis le meurtre dont il est accusé. Et Dylan va aller le voir, va avoir une vraie action d'activisme pour essayer de soutenir sa cause. Et en fait, Columbia s'inquiète beaucoup de l'affichage de Dylan par rapport à ça. Et en fait, Dylan est freiné dans le processus d'écriture de la chanson. Et il va finir par écrire la chanson, par la publier sur l'album et par la jouer. Ouais, les kilomètres de texte. Mais, et donc avec Jacques Lévy, encore une fois, comme pour Isis. Ouais. Mais c'est une chanson qu'il va finir par ne plus jouer après dans ce répertoire parce que les pressions qu'il a ressenties à ce moment-là l'ont beaucoup affecté. Donc aucune chance de l'avoir au Grand Rex dans 3 mois. Ouais, a priori non. Ça serait beau. A priori non, mais c'est vraiment une chanson qui a un caractère un peu mythique dans la discographie de Dylan Moi, avec je tout suis ça. Ouais. fanatique absolu. Hein. Ah bah c'est... Pas un grand connaisseur de Dylan, mais un grand amoureux de Hurricane et d'ailleurs de l'album Desire, enfin de la trilogie Ah ouais. Blonde on the Tracks, Desire et
Hard Rain dans une moindre mesure qui sort. Hein, le Et live, Street Legal aussi, t'aimes bien Street Oui, Legal c'est aussi d'ailleurs. là, mais c'est après. C'est Donc, juste après. Mais... Donc voilà, donc mon numéro 1, vous l'aurez compris, c'était Station to Station. Du coup, il nous reste à célébrer avant de se dire un gros bisou de Noël. Ton numéro 1, Benjamin, que j'attends avec impatience. Johnny Mitchell, Amelia. À ce point-là, Ah oui. une femme en numéro 1. Non, ça c'est une petite private joke Ah oui, oui. qui t'a fait rire jaune. Alors je connais pas la chanson, c'est ça qui est incroyable. Bah, C'est qu'il faut, juste Johnny Mitchell quoi, Amelia. comme Amélie quoi. Voilà, absolument. Bah, c'est une chanson de ce que, enfin bon, d'un des chefs-d'œuvre de Johnny Mitchell, mais peut-être le chef-d'œuvre qui met le Parce que tu plus. nous avais déjà cité Big Yellow Taxi, si je dis Absolument, pas de ouais, bêtises, hein. absolument. Mais là, elle publie Ejira en 76, qui est un album absolument fabuleux à plein d'égards. Bah, la première chose, c'est cette chanson s'inscrit là-dedans, bien sûr. C'est un album de route où elle raconte une errance sur les routes américaines. Ouais. C'est vraiment un thème qui m'est extrêmement cher, etc. Dans la démarche d'aller soigner ces névroses en partant sur la route, en quittant tout, ouais. en réfléchissant là-dessus. Aussi, c'est la première incursion assumée de Johnny Mitchell vers le jazz dans cet album-là, avec Jaco Pastorius à la basse qu'elle convoque parce qu'il n'y a aucun musicien de studio qui arrive, aucun requin de studio avec lequel elle a l'habitude de bosser, qui arrive à retranscrire pleinement l'humeur musicale qui est la sienne. Et dans cette chanson-là, donc voilà, elle casse absolument tous les codes sur cet album-là. Il y a des chansons. L'album s'appelle comment Ejira. Ok. Et cette chanson, comme les autres d'ailleurs, ne veut absolument pas être tubesque, est vraiment sur. D'ailleurs, c'est réussi. Hein. Est vraiment sur des compositions extrêmement modales, etc. Et là, sur cette chanson Amelia, elle parle en fait d'une relation amoureuse qui se termine, mais qu'elle aimerait voir revenir, mais qu'elle sait sans espoir. Donc voilà, déjà arriver à te retranscrire ça, forcément tu peux pas faire ça bien si tu fais une chanson évidente. Ouais. Et là c'est ce qu'elle fait exactement. Et elle prend avec Amelia la métaphore de Amelia Earhart, qui est la première aviatrice américaine qui avait comme elle tellement envie de voyager qu'elle a été la pionnière américaine et même mondiale à faire tout un tas de voyages. Par exemple, la première à aller à Hawaï en avion, etc. Alors qu'elle était mariée et qu'on lui demandait de rester chez elle, etc., elle voulait partir absolument. Et elle a fini par disparaître en 1938 dans un vol en avion duquel elle n'est jamais revenue au-dessus de l'Atlantique. Ouais. Donc voilà, c'est extrêmement fort ce qui se passe dans cet album-là. C'est impossible de ne pas mentionner cet album de Johnny Mitchell qui est un absolu chef-d'œuvre. Ah oui, vraiment, ouais. J'ai un peu réfléchi à ce top-là, etc. Et j'ai réécouté ce disque et il est apparu tellement évident que de façon personnelle cet album m'était proche, ouais. Mais qu'en plus je trouvais qu'il reflétait quelque chose d'absolument superbe de cette période-là de l'année 76, parce que c'est vraiment l'époque, on l'a vu en évoquant Bowie, en évoquant Lou Reed notamment, que c'est vraiment l'époque où les gens qui ont fait les années précédentes arrivent dans une nouvelle phase. Ouais. Même Dylan aussi, ouais. C'est un autre exemple bien sûr. Et Johnny Mitchell touche vraiment quelque chose de va tellement un petit peu plus loin que tout le monde là-dedans que pour moi elle méritait d'avoir le top of the spot. Bah écoute, c'est chouette en tout cas, je te remercie pour ce top 76. On va se quitter sur ces belles paroles de Johnny Mitchell et sur l'évasion et sur le voyage. On se donne rendez-vous très vite, j'espère, pour le top 77 ou pour un autre top discographie. On ne sait pas quand ça sera diffusé, on était le 22 décembre, ça sera peut-être diffusé qu'en février. Mais en tout cas, joyeuses années à tous et puis on vous aime, on vous embrasse. Merci, oh oui. Benjamin. Merci Antoine. À bientôt. Salut.